y a des moments où l'univers semble nous envoyer un message. Pas un message clair, pas un message formé de mots ou de lumière, non. Un message beaucoup plus subtil. Un trou dans notre compréhension, un silence qui hurle, une absence qui semble trop intentionnelle pour être un simple hasard. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec 3i, Atlas. Pendant des mois, nous l'avons suivi. Une petite lueur glacée venant de très loin, s'approchant lentement du soleil comme un étranger, entrant dans une pièce qu'il n'a jamais visitée. Nous pensions connaître sa trajectoire, ses propriétés, sa nature de comète interstellaire. À vrai dire, nous pensions savoir ce que nous étions en train d'observer. Mais ce que les caméras de la NASA ont révélé a tout remis en question. Imaginez la scène. Le Mars Reconnaissance Orbiter, en orbite autour de Mars, réoriente sa caméra IRIS, l'un des yeux les plus perfectionnés jamais envoyés hors de la Terre. Une caméra capable de distinguer un rocher d'1 mètre sur une planète lointaine. Un instrument conçu pour rendre l'invisible visible. Ce 19 novembre 2025, son objectif quitte le sol martien et pointe vers le noir interplanétaire. 30 millions de kilomètres plus loin. 3i, Atlas. Un visiteur né autour d'un autre soleil. Un voyageur qui a traversé des courants stellaires que nous ne connaîtrons jamais. Les ingénieurs, les chercheurs, les étudiants réunis dans les centres de contrôle Pasadena, Houston, Darmstadt, attendent ce moment. C'est l'occasion d'obtenir la première image haute résolution d'un objet venu d'ailleurs. Une image historique, une image qui aurait pu devenir une icône scientifique. La transmission commence. Une ligne de données, une autre. Les écrans s'illuminent, le silence se fige. Et ce qui apparaît n'a pas de sens. Pas de noyau, pas de jet, pas de forme géométrique. Seulement une boule lumineuse floue. Un halo informe, presque une tache de lumière sans contour. Comme si quelque chose ou quelqu'un avait effacé les détails. Pendant quelques secondes, les équipes pensent à une erreur d'alignement, à une mauvaise calibration, à un problème dans la chaîne de transmission. Mais non, la tache floue persiste, répétée dans toutes les longueurs d'onde observées, reproduite dans toutes les tentatives. IRIS, un instrument à plusieurs centaines de millions de dollars, n'a vu qu'un brouillard. Et maintenant, imaginez la scène inversée. Sur Terre, dans un jardin de banlieue, une femme nommée Sarah, au Nebraska, pointe son télescope d'amateur, un modèle que vous pouvez acheter en ligne pour 400 $ vers le même objet. Elle prend une image, puis une autre, elle les empile, les traite, les affine, et dans son image, des jets, des structures, une sorte d'anneau autour du noyau, une organisation presque géométrique, des détails qu'aucun instrument spatial n'a vus. Et elle n'est pas seule. En Australie, au Chili, en France, au Japon, des dizaines d'amateurs observent la même chose. Tous voient un objet structuré. Tous voient ce que la NASA ne voit pas. Le problème n'est plus anecdotique. C'est un paradoxe. Un paradoxe de visibilité. Un phénomène où les meilleurs instruments sont aveugles et où les plus modestes voient au-delà du voile. Ce genre de paradoxe n'apparaît que dans 2 situations. Nos instruments ne comprennent pas ce qu'ils mesurent. Une erreur de calibration, de méthode, d'attente. L'objet fait quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Quelque chose qui perturbe sélectivement les outils les plus avancés. Et lorsque les 2 possibilités semblent plausibles, on est au bord d'une découverte majeure. Car si 3i, Atlas brouille IRIS, ce n'est pas un bug, c'est un signe. Et ce signe, les physiciens commencent à le nommer. Un écran plasma. Un voile électromagnétique naturel ou non, capable de déformer la lumière, de la disperser, de la rendre illisible pour les instruments trop sophistiqués, mais perméable pour des optiques plus simples. Une idée folle, une idée élégante, une idée dangereuse. Et c'est ici que commence vraiment l'histoire. Non pas avec une image, mais avec une absence. Parce qu'à des millions de kilomètres d'ici, un objet interstellaire peut être en train de nous dire quelque chose en refusant précisément d'être vu. Pour comprendre ce paradoxe, il faut revenir à l'instant précis où tout a commencé à déraper. Non pas le moment où IRIS a capturé son image floue,
Mais le moment où les premières contradictions ont commencé à s'accumuler, silencieusement, comme des fissures, dans une vitre. Les jours qui ont suivi la publication des images de la NASA ont été chaotiques. Les forums d'astronomie se sont enflammés. Les passionnés comparaissaient leurs clichés amateurs aux images officielles posant la même question, encore et encore. Comment est-il possible qu'un télescope amateur voie plus qu'une caméra orbitale? Une question simple, terrible, douloureuse. Et pour beaucoup, la première réponse évidente était « c'est impossible, ce doit être un artefact, un bug, un excès de traitement numérique. » Les amateurs ont sûrement vu du bruit et l'ont pris pour des jets. Mais alors, pourquoi voyaient-ils tous la même chose? Pourquoi des dizaines de personnes, sur plusieurs continents, utilisant des équipements différents, ont-ils capturé des structures quasi identiques? Des jets dirigés? Un anneau? Des asymétries cohérentes? Il y avait trop de convergence pour parler d'illusion collective. Trop de récurrence, trop de précision. Et pourtant, du côté officiel, rien. Seulement un halo. Alors, la communauté scientifique a tenté d'expliquer. Avec prudence, toujours, avec cette rigueur qui évite les conclusions hâtives. On a parlé de distance. 30 millions de kilomètres. C'est énorme. Même pour une caméra experte, cela réduit tout à quelques pixels. On a évoqué le mouvement rapide de l'objet, une exposition trop longue, et tout devient flou. On a rappelé les limites de HiRISE, un instrument optimisé pour observer la surface martienne, pas pour capturer un objet interstellaire plongé dans le noir profond. Ces explications faisaient sens, du moins en apparence. Mais elles ne répondaient pas à la vraie question. Pourquoi cette différence systématique entre les deux catégories d'observation? Parce que si c'était juste une question de distance, les amateurs n'auraient rien vu non plus. Si c'était juste une question de mouvement, leurs images seraient floues au même titre. Et si c'était juste une question d'optique, les petits télescopes auraient dû être encore plus aveugles. C'est là que l'inconfort s'est installé, un inconfort qui n'est pas spectaculaire, un inconfort qui se glisse dans un silence, comme un murmure dans un couloir vide. Alors certains physiciens ont proposé une autre explication, une explication que presque personne n'osait prononcer à voix haute. Et si ce n'était pas les télescopes qui étaient en tort? Et si c'était l'objet qui modulait la visibilité? Une idée dangereuse, parce qu'elle déplace la faute. Elle suppose que ce brouillard n'est pas un accident, mais un phénomène lié à la nature même de 3i, Atlas. Car voilà ce que les données nous disent, une fois assemblées, l'objet semble plus flou dans les longueurs d'onde auxquelles HiRISE est sensible. Mais il apparaît plus défini dans les filtres utilisés par les amateurs, souvent du rouge profond, parfois de l'infrarouge proche. Il semble plus structuré dans les expositions longues. Mais il devient un halo informe dans les expositions courtes. Ce n'est pas du bruit, ce n'est pas du hasard, c'est un schéma. Un schéma qui ressemble exactement à ce qu'on observe lorsqu'un objet se trouve dans une région de plasma dense et instable. Le plasma, ce quatrième état de la matière qui danse autour des comètes, qui réagit au champ magnétique, qui peut brouiller la lumière de manière sélective. Si vous observez un objet entouré d'un plasma avec un instrument trop fin, trop direct, trop sensible aux détails, vous n'obtiendrez qu'un nuage. Mais si vous observez le même objet avec une optique plus simple, plus large, plus patiente, certaines structures émergent. C'est contre-intuitif. C'est presque poétique. Et c'est précisément ce que nous voyons avec 3i, Atlas. Les meilleurs instruments sont aveuglés. Les instruments modestes voient au travers. C'est là que l'histoire devient inquiétante. Parce que si un plasma assez dense peut brouiller HiRISE, il faut une quantité d'énergie considérable. Une interaction puissante avec le vent solaire. Une activité bien supérieure à celle d'une comète ordinaire. Or 3i, Atlas n'est pas ordinaire. Il est interstellaire. Il a passé des millions d'années dans l'espace intergalactique, bombardé par des particules à haute énergie, transformé par des processus que nous comprenons à peine, et les anomalies s'additionnent. La composition atypique, la polarisation extrême,
l'accélération non gravitationnelle qui défie nos modèles. Et maintenant, cette invisibilité sélective, peu à peu, une idée se forme. Une idée qui n'est ni complotiste, ni sensationnaliste, ni simpliste. Une idée physique, une idée difficile. Et si 3i, Atlas n'était pas seulement recouvert de glace et de poussière, et s'il était entouré d'un environnement électromagnétique si particulier, qu'il déformait littéralement la manière dont nous le voyons. À partir de ce moment-là, la question cesse d'être « Pourquoi iRise ne voit rien ?» et devient « Pourquoi les amateurs voient-ils quelque chose ?» Parce que parfois, la vérité se cache dans les fissures. Et 3i, Atlas, est une fissure dans notre perception. Et ce n'est que le début. À ce stade, une question revient encore et encore dans les discussions, dans les emails entre chercheurs, dans les fils Reddit d'astronomes amateurs. Pourquoi maintenant ? Pourquoi 3i, Atlas, apparaît-il au moment précis où nous avons enfin les moyens de le voir ? Une question simple, presque naïve, mais qui porte en elle quelque chose d'inquiétant. Parce que 3i, Atlas n'est pas seulement étrange, il est étrange à un degré cohérent. Comme si chaque mesure, chaque observation, chaque anomalie appartenait à une même logique sous-jacente. Et c'est dans cette cohérence que le mystère s'épaissit. Après les images discordantes, la communauté scientifique a commencé à fouiller dans toutes les données accessibles, les relevés photométriques, les spectres collectés par les observatoires terrestres, les lectures de polarimétrie, les modèles de trajectoire. Chaque pièce de ce puzzle semblait dire la même chose. Ce que vous voyez n'est pas tout ce qui existe. Le premier indice vient de sa luminosité. Elle fluctue d'une manière qui ne correspond à aucune comète connue. Des variations rapides, parfois sur quelques heures, comme si son activité se réorganisait, se remodelait, changeait de nature. Une comète normale, chauffée par le Soleil, devient plus brillante de façon progressive. 3i, Atlas, lui, respire. Il pulse, il oscille. Il s'agite par moments, puis retombe soudainement dans une sorte de calme artificiel. Certains astronomes parlent de phases d'opacité variable. D'autres évoquent des modulations plasma induites, un terme technique pour dire quelque chose change autour de lui. Et ce quelque chose modifie la lumière qu'il renvoie. Mais le plus troublant arrive ensuite. Car, pendant que la NASA montrait une tache blanche indéchiffrable, une autre source de données racontait une histoire totalement différente. Le télescope Subaru, à Hawaï, observe 3i, Atlas dans l'infrarouge moyen, un domaine où la lumière pénètre mieux les environnements poussiéreux ou ionisés. Là, il détecte une asymétrie dans la coma, une ombre, presque, une zone où la lumière semble absorbée ou déviée. Pas une ombre projetée par le soleil, une ombre interne, un signal si faible qu'il a fallu des heures d'intégration pour l'extraire. Mais un signal réel, et au même moment, au Chili, le télescope SOAR observe un comportement inverse, des pointes de brillance très localisées, à une position angulaire presque fixe. Deux observations contradictoires, deux histoires différentes. L'une parle d'obscurcissement, l'autre de surbrillance. Et pourtant, toutes deux deviennent cohérentes si l'on imagine que l'environnement autour de l'objet n'est pas uniforme. Un plasma stable produit une diffraction uniforme. Un plasma instable produit des poches transparentes, des zones opaques, des couloirs où la lumière se propage mieux, des régions où elle se perd complètement. Ce que Subaru voit serait l'une de ces zones opaques. Ce que SOAR voit serait l'une de ces fenêtres capables de laisser passer la lumière, comme si 3i, Atlas, était entouré d'un voile, un voile en mouvement constant, un voile qui permet parfois de regarder à travers et parfois se replie comme une membrane vivante. La deuxième anomalie majeure vient de sa polarisation. Et là encore, les données sont sans équivalent. La majorité des comètes montrent une polarisation prévisible, stable, liée à la taille et à la structure des grains de poussière. 3i, Atlas, lui, présente une branche négative profonde, une signature si rare et si intense qu'elle dépasse les modèles.
Cela signifie que la lumière se comporte différemment en rebondissant sur sa coma. Elle se tord, elle s'inverse, elle adopte des orientations impossibles dans un nuage de poussière ordinaire. Ce type de signature ne peut apparaître que dans 2 cas, un milieu contenant des grains très larges, glacés, presque primitifs, ou un milieu contenant une quantité importante de poussière chargée électriquement. Dans les 2 cas, nous parlons d'un environnement hautement énergétique. Et les esprits commencent à s'inquiéter. Parce que tout converge, la variabilité, la polarisation extrême, les images floues, les images amateurs étonnamment nettes, les asymétries infrarouges, la dispersion spectrale étrange. Tout raconte la même histoire. Autour de 3i, Atlas, la lumière ne se propage pas normalement. Et lorsqu'un objet déforme ce que nous voyons, ce n'est jamais un bon signe. Mais le détail le plus troublant arrive lorsque certains chercheurs se penchent sur sa trajectoire. Ils y découvrent une déviation infime, un glissement qui semble impossible à attribuer à l'outgassing classique, un minuscule clin d'œil mathématique, une déviation qui dit « je bouge d'une façon que vous ne comprenez pas assez forte pour parler de propulsion, mais trop cohérente pour parler de hasard, une accélération résiduelle qui pourrait provenir exactement du même environnement plasma qui déforme son apparence. Et là, quelque chose change dans l'esprit de ceux qui étudient l'objet. Ce n'est plus seulement un problème d'observation, c'est un problème de physique. Parce que si la matière autour de 3i, Atlas modifie la lumière, et modifie sa trajectoire, et modifie son activité apparente, alors ce n'est pas l'objet qui est étrange, c'est son environnement. Un environnement que nous n'avons jamais vu auparavant. Un environnement qui agit comme un voile, comme un blindage, comme une coquille énergétique dont nous ne comprenons pas encore la nature. Et face à ce constat, une question refait surface, une question que personne n'aime poser. Est-ce un phénomène naturel? Ou quelque chose que nous n'avons pas les outils pour reconnaître? La science, parfois, avance en acceptant la possibilité que le réel dépasse temporairement notre cadre de référence. Et avec 3i, Atlas, ce cadre vient peu être de se fissurer. À mesure que les jours passent, une inquiétude subtile se propage parmi ceux qui suivent 3i, Atlas de près. Pas une peur éclatante, pas un sentiment dramatique de catastrophe imminente. Non, c'est quelque chose de plus discret, un pressentiment. Un glissement de terrain presque imperceptible dans la confiance que nous avons en nos outils, en nos modèles, en notre compréhension. Parce que ce que 3i, Atlas révèle, n'est pas seulement un mystère extérieur. C'est un miroir qui nous renvoie les limites de nos instruments et les limites de nos certitudes. Au cœur des inquiétudes, une autre anomalie surgit. Une anomalie que les scientifiques n'aiment pas évoquer publiquement parce qu'elle touche à un domaine qu'on préfère laisser aux spéculateurs. La texture de la coma. Dans plusieurs séries d'images, collectées à des heures et des longitudes différentes, un motif semble apparaître. Pas une structure nette, pas quelque chose qu'on pourrait pointer du doigt, mais une répétition. Une sorte de motif ondulé, presque spiralé, qui émerge dans le bruit, comme une empreinte cachée sous la neige. Les astrophotographes amateurs, eux, le voient. Ils le décrivent avec leurs mots, souvent maladroits mais sincères. On dirait qu'il y a quelque chose juste derrière le flou. Une forme qui veut se montrer, puis disparaît. Un tourbillon autour du noyau, mais pas un tourbillon naturel. Et lorsqu'on superpose toutes ces images, toutes ces variations faibles mais cohérentes, une idée inquiétante prend forme. La coma n'est pas seulement lumineuse, elle est organisée. Pas au sens mécanique, pas au sens artificiel non plus, mais au sens où elle semble obéir à une dynamique interne cohérente, constante, comme si une structure invisible la guidait. Cela pourrait être un champ magnétique local, un simple effet du vent solaire, une interaction subtile entre particules chargées. Mais la forme, elle, reste inhabituelle. Un motif en spirale, un motif stable, malgré les turbulences, un motif qui, inexplicablement, tourne. Et si l'on en croit les dernières analyses, ce motif tourne plus vite que la rotation estimée du noyau lui-même. Impossible, ou plutôt, pas encore compris.
Le problème prend de l'ampleur lorsqu'une équipe indépendante remarque un détail encore plus déroutant. Les variations de luminosité dans la coma semblent synchronisées entre plusieurs observateurs éloignés de milliers de kilomètres. Cela ne devrait pas arriver. Les variations atmosphériques, les différences de capteurs, les conditions locales, tout cela devrait produire un bruit différent pour chaque observateur. Mais non, quelque chose pulse, quelque chose bat. Et ce battement est universel. On l'observe en Argentine, on l'observe en Norvège, on l'observe en Australie, un rythme subtil mais présent, comme si l'objet respirait. Personne n'évoque ce mot en public. Respirer, ça ferait trop vivant. Alors, dans les rapports, on appelle ça autrement. Modulation photométrique cohérente. Un terme froid, technique, rassurant, mais entre les lignes, la question que tout le monde se pose est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui peut produire un rythme dans la lumière d'une comète? Les modèles physiques répondent « Rien. Les comètes ne pulsent pas. Elles ne changent pas de luminosité selon un cycle stable. Leur activité est chaotique, sporadique, déterminée par la géométrie du Soleil, la vitesse de rotation, les fissures internes, pas un cycle. Jamais un cycle. Alors pourquoi Atlas en affiche un? Une hypothèse circule dans certains cercles. Le cycle ne vient pas de l'objet lui-même, mais du nuage de plasma qui l'entoure. Le vent solaire pourrait comprimer, puis relâcher l'environnement autour du noyau. Cela créerait des oscillations, des variations d'ionisation, des fluctuations de densité. Mais même cette explication naturelle soulève un problème. Les oscillations observées sont trop régulières, trop propres, trop proches d'un signal périodique pour être un simple hasard. Plus troublant encore, elles ne correspondent pas aux fluctuations connues du vent solaire. Elles semblent indépendantes. Et à partir de ce moment-là, la conversation ne peut plus rester purement scientifique. Elle devient philosophique. Car ce que 3i Atlas révèle n'est pas seulement un comportement étrange, il révèle un angle mort dans notre façon d'observer le cosmos. Nous avons appris à voir des formes où il n'y en a pas, des visages dans les nuages, des intentions dans le chaos. Nous savons que notre cerveau invente du sens, mais nous avons aussi appris à ignorer ce sens trop vite, à appeler artefact toute structure qui défie un modèle préexistant. Avec Atlas, rien n'est assez fort pour être affirmé, mais rien n'est assez faible pour être ignoré. Et alors une idée naît, presque en silence. Et si nous avions affaire à quelque chose de plus ancien que nos modèles, quelque chose que nous ne savons pas observer, parce que nos instruments n'ont jamais été conçus pour ce genre d'objet? Pas une technologie, pas un vaisseau, pas une intention, juste une physique différente, une physique qui ne s'est jamais trouvée dans notre voisinage et que nous voyons pour la première fois. Un phénomène naturel peut être, mais un phénomène qui ne nous ressemble pas, qui ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà étudié. Et cette possibilité-là, cette idée qu'il existe dans l'univers des objets naturels fonctionnant selon des dynamiques qui nous échappent complètement, peut être plus vertigineuse que n'importe quelle hypothèse artificielle, parce qu'elle nous place face à notre ignorance, face à l'immensité de ce que nous ne savons pas encore voir. Et c'est là que commence vraiment le malaise. Pas dans ce que 3i Atlas montre, mais dans ce qu'il pourrait signifier. Ce qui se passe ensuite n'a rien de spectaculaire. Pas de flash lumineux, pas de signal radio inattendu, pas d'annonce de dernière minute de la NASA. Non, ce qui arrive est plus subtil et beaucoup plus inquiétant. Les premiers modèles numériques visant à expliquer l'activité de 3i Atlas commencent à diverger, non pas légèrement, mais profondément, irrémédiablement, comme si chaque simulation tentait de reproduire un comportement qui n'existe dans aucune base de données cosmiques connue. Les chercheurs alimentent leur programme avec les paramètres standards. Densité supposée du noyau, taux d'outgassing, orientation probable, effet du vent solaire, température de surface. Et pourtant, les résultats refusent de se stabiliser.
Chaque tentative génère un comportement cométaire incohérent, impossible ou tout simplement instable. Dans certains modèles, Atlas devrait s'effondrer sur lui-même depuis longtemps. Dans d'autres, il devrait exploser sous la pression interne. Dans d'autres encore, il devrait tourner si vite que sa structure se déchirerait comme un glaçon fendu d'un coup de marteau. Mais dans la réalité et dans les observations du ciel, il n'en fait rien. Il persiste. Il avance. Il tourne doucement. Il conserve un noyau intact, alors que les mathématiques affirment que c'est impossible. Et ce décalage entre la théorie et l'observation, c'est précisément là que le doute s'installe. Parce qu'un objet peut être étrange, oui. Il peut être inhabituel, bien sûr, mais il ne peut pas défier la modélisation à ce point, sauf si quelque chose de fondamental nous échappe. Dans certaines réunions confidentielles entre équipes de recherche, celles dont les enregistrements n'atteindront jamais le public, une phrase revient comme un souffle étouffé. Et si nous utilisions les mauvaises équations, pas les mauvaises valeurs, pas les mauvaises approximations, les mauvaises équations, comme si Atlas n'obéissait pas entièrement aux lois auxquelles nous sommes habitués. Bien sûr, personne n'écrit cela dans un article. Personne ne veut être celui dont le papier sera cité dans 100 ans comme exemple de dérive pseudo-scientifique. Alors, on formule l'idée autrement. Il manque peu, être des paramètres. Les modèles thermiques pourraient être incomplets. Des forces non prises en compte pourraient jouer un rôle. Mais sous ces formulations prudentes, le vrai malaise persiste. Parmi les anomalies les plus déroutantes, une attire soudain l'attention. Un décalage infime, mais robuste, entre la position prévue et la position observée du noyau, un écart de quelques dizaines de kilomètres seulement. Mais qui se répète encore et encore, comme si quelque chose modifiait légèrement la trajectoire. Pas assez pour changer la dynamique générale, juste assez pour suggérer une influence invisible. Certains évoquent des jets non détectés. D'autres parlent d'un dégazage couplé à une rotation complexe. D'autres encore mentionnent un champ électrique transitoire ou des poussières chargées réagissant aux lignes du vent solaire. Et puis il y a les plus prudents ou les plus craintifs qui disent simplement « nous ne savons pas encore ». Pendant ce temps, un autre détail commence à attirer l'attention. Les variations de luminosité semblent parfois corrélées avec les irrégularités du champ magnétique solaire. Un phénomène rare, mais pas impossible. Rien d'extraterrestre, rien d'artificiel. Et pourtant, dans plusieurs séries de données indépendantes, une relation faible mais persistante apparaît entre la coma d'Atlas et des fluctuations du vent solaire qui ne devraient normalement pas l'affecter autant. Comme si l'objet avait une sensibilité magnétique ou une structure interne capable de réagir à des changements minimes dans le flux de particules. Imaginez une cloche. Même silencieuse, elle résonne au moindre souffle. Une vibration, un souffle d'air, une onde légère, tout cela suffit à lui faire produire un son presque imperceptible. Et si Atlas était une cloche, mais une cloche faite de matière inconnue, sensible à des facteurs qui nous semblent insignifiants, cette idée, évidemment, est trop étrange pour être formulée ainsi. Alors les chercheurs la transforment dans leur langage, résonance induite dans un milieu peu dense. Une phrase longue, presque vide, qui masque l'essentiel, on ne comprend pas. Et c'est ici que la frontière entre les disciplines commence à se fissurer. Les spécialistes du plasma veulent y voir un effet d'ionisation. Les géophysiciens parlent de structures internes fracturées. Les exobiologistes ne disent rien, mais leur regard s'allume brièvement. Au centre de cette cacophonie contrôlée, un constat s'impose. 3i, Atlas ne fait rien d'impossible. Il fait quelque chose que nous n'avons jamais vu, et notre science n'a pas encore les mots pour le décrire. Alors, certains tentent une approche plus humble, une hypothèse minimaliste, une hypothèse presque poétique. Et si Atlas n'était pas anormal, mais simplement inhabituel, et si nos attentes forgées par l'étude de milliers de comètes solaires étaient incapables de prévoir le comportement d'une comète formée autour d'une étoile, qui n'existe peu, être même plus,
Une comète née d'un disque protoplanétaire étranger. Une comète façonnée par un vent stellaire différent. Une comète sculptée par un bombardement cosmique que notre système n'a jamais connu. Peu. Être qu'Atlas n'est pas étrange. Peu. Être que nous sommes juste ignorants. Et dans un coin du laboratoire, sur un tableau noir couvert de chiffres, un chercheur trace lentement une phrase simple. La vraie anomalie, c'est notre manque d'expérience. Mais avant que l'idée ne fasse son chemin, un événement se prépare. Un événement que les modèles n'avaient pas anticipé et qui va changer la compréhension même de la visibilité paradoxale. Il arrive dans quelques heures, et personne n'est prêt pour ce qui va suivre. Dans les jours qui suivent, quelque chose d'inattendu se produit. Pas spectaculaire, pas visible à l'œil nu. Quelque chose de beaucoup plus discret, mais infiniment plus troublant. Une poignée d'observatoires au Chili, en Arizona, aux îles Canaries, enregistre simultanément une variation étrange de la coma d'Atlas. Une variation si subtile qu'elle aurait pu passer inaperçue si les instruments n'avaient pas été synchronisés pour une autre étude en cours. À 2,13 UTC exactement, un pic de luminosité extrêmement bref apparaît dans plusieurs séries de données. Pas un flash, pas un événement énergique, juste un renforcement minuscule du halo, comme si quelqu'un avait tourné un potentiomètre invisible d'un degré à peine. Une anomalie minuscule, mais simultanée, synchronisée sur des instruments séparés par des milliers de kilomètres. En science, ce genre de synchronicité n'existe pratiquement pas. Pour un événement terrestre, peut être. Pour un événement lointain, de plusieurs centaines de millions de kilomètres, impossible. Sauf si la cause est réellement cosmique. L'équipe qui surveille la photométrie tente immédiatement de corréler le pic avec le vent solaire, les sursauts UV, les changements de pression dynamique. Rien ne correspond. Rien. Et alors une idée, encore fragile, encore timide, commence à circuler. Atlas aurait réagi à quelque chose. Pas en explosant, pas en se fragmentant, mais en modulant sa coma, comme si une impulsion faible, énigmatique avait traversé son environnement. Aucune explication naturelle simple ne tient vraiment. Pas un jet, pas une réflexion, pas une éjection de poussière. On pourrait invoquer un micro-impact, mais un impact n'est jamais synchronisé dans plusieurs filtres et sur plusieurs continents. Cela ressemble plus à une réponse qu'à une cause. Ce mot, évidemment, personne ne le prononce. On parle plutôt de perturbation exogène non identifiée. Un langage scientifique qui dit « il s'est passé quelque chose et nous n'avons aucune idée de quoi il s'agit ». Pendant que la communauté scientifique se perd dans les tentatives d'interprétation, un autre phénomène se superpose à cette énigme. Les simulations basées sur la luminosité d'Atlas montrent un déphasage progressif, comme si les cycles que l'on observait depuis des semaines se mettaient soudainement à changer, pas à s'accélérer, pas à ralentir, mais à se décaler, un peu comme une horloge dont l'aiguille ne saute plus au bon moment. La modulation photométrique qui semblait régulière, ce souffle lumineux, imperceptible, commence maintenant à dériver, à se décaler de quelques secondes, puis de dizaines, puis de minutes, comme si le rythme interne d'Atlas perdait son ancrage, ou pire, comme si le phénomène responsable du rythme détectait quelque chose et réagissait en conséquence. Là encore, les explications naturelles existent. Des variations de rotation, des interactions chaotiques du vent solaire, une instabilité thermique interne. Mais toutes ces explications produisent du désordre. Ici, on voit un désordre organisé, un désordre qui suit une logique interne. Et alors, une nouvelle hypothèse encore plus dérangeante émerge presque en silence. Atlas n'est peu, être pas en train de changer. Nous sommes peu, être en train d'observer une transition entre deux états physiques, deux régimes dynamiques, comme si l'objet passait d'un comportement à un autre. Certaines comètes le font, oui, mais jamais de manière aussi cohérente, jamais sur des échelles aussi courtes, jamais avec une telle précision géométrique dans la coma. À mesure que les données s'accumulent, un autre problème apparaît.
Les spectres montrent une signature du CO- beaucoup plus forte qu'attendu un ion normalement associé à des environnements énergétiques et instables. Mais cette fois-ci, la signature ne varie pas comme elle le devrait. Elle reste presque uniforme. Là où une comète normale présenterait un chaos total, Atlas montre une stabilité inquiétante. Un objet naturel peut être désordonné. Un objet naturel peut être instable. Mais un objet naturel ne peut pas être cohérent dans son instabilité, à moins qu'il ne soit pas totalement naturel, ou à moins que notre définition du naturel soit trop étroite. Dans les minutes qui suivent la détection du pic de luminosité, plusieurs observateurs amateurs sans aucune coordination publient leurs images de la nuit. Et un détail revient dans presque toutes leurs captures. Une légère extension de la coma sur un axe particulier. Un étirement. Une asymétrie nouvelle. Là encore, les explications sont multiples. Un jet orienté, une poche de gaz libérée soudainement, un artefact atmosphérique. Mais la coïncidence est étrange, trop étrange, comme si quelque chose s'était manifesté, puis avait disparu. Lorsque les équipes comparent les images, une phrase apparaît dans un rapport interne. Le phénomène observé ne correspond à aucun modèle connu. Il ne correspond pas non plus à un comportement aléatoire, et là, le malaise devient palpable. Parce que si ce n'est ni un modèle connu, ni du hasard, alors qu'est-ce que c'est? Un phénomène naturel encore jamais observé? Un comportement auto-organisé dans un environnement poussiéreux? Une dynamique plasma inattendue? Ou quelque chose qui agit comme un système, avec un intérieur, avec une logique, avec un rythme? À ce moment-là, dans les observatoires du monde, une même intuition traverse les esprits. 3i, ATAS n'est peut être pas seulement un visiteur, c'est peut être un message, pas un message intentionnel, pas un message intelligent, mais un message cosmique, le message d'une matière que nous ne comprenons pas encore, le message d'une physique qui n'a jamais traversé notre système solaire. Le message d'un passé stellaire plus ancien que le Soleil lui-même, et plus nous regardons Atlas, plus il semble nous regarder en retour. Il arrive un moment, dans toute histoire cosmique, où l'objet cesse d'être simplement ce que nous observons et devient ce que cela dit de nous. Avec 3i, Atlas, ce moment arrive lentement, comme une marée qui monte sans bruit, qui finit par toucher nos pieds sans que nous n'ayons vu l'horizon changer. Pendant des semaines, nous avons regardé l'objet comme un problème scientifique, une anomalie intrigante, un corps imprévisible au comportement suspect, une équation à résoudre, un puzzle à assembler, mais quelque chose finit par se fissurer dans cette approche rationnelle, quelque chose d'invisible, de profond, de humain, parce que plus nous avançons, plus une évidence surgit, tenace, dérangeante. Atlas n'est pas seulement un mystère. C'est un catalyseur, un point de friction entre nos attentes et la réalité, entre les modèles que nous construisons et les limites que l'univers nous impose. Ce n'est pas un danger, ce n'est pas un signe, ce n'est pas un message intentionnel, mais c'est un rappel presque brutal de notre fragilité cognitive. Dans les forums, dans les emails envoyés aux astronomes, on voit apparaître les mêmes questions, encore et encore. Pourquoi Atlas apparaît-il maintenant? Est-ce que quelque chose rapproche ces visiteurs interstellaires? Pourquoi avons-nous l'impression qu'il y en aura d'autres? Ces questions ne proviennent pas du sensationnalisme. Elles proviennent d'un sentiment beaucoup plus intime. La sensation que quelque chose nous échappe, que notre époque est en train de basculer vers un horizon que nous n'avions pas prévu. Parce que 3i, Atlas n'est pas isolé. Il vient après Oumuamua, après Borisov, après des décennies où aucun objet interstellaire ne traversait notre voisinage, puis soudain, 3 ans moins de 10 ans. Un hasard géologique? Peut être. Une simple coïncidence statistique? Possible. Mais dans l'esprit humain, les coïncidences répétées ne sont jamais seulement des coïncidences. Elles deviennent des motifs, des récits, des possibilités. Et Atlas, avec ses oscillations, ses symétries, son environnement anormal, se glisse parfaitement dans cette faille, celle qui sépare ce que nous comprenons de ce que nous ressentons.
car l'objet ne fait rien d'extraterrestre. Rien qui contredise frontalement la physique. Rien qui annonce une intention. Mais il se comporte comme quelque chose qui ne devrait pas être ici. C'est ça, le malaise. Pas l'anomalie elle-même, mais son contexte. Il vient d'ailleurs, d'un système stellaire, mort ou lointain. D'un coin de la galaxie dont nous ne connaissons ni les lois, ni la chimie, ni l'histoire. Et soudain, il traverse notre Soleil, notre jardin cosmique, en laissant derrière lui des données que nos outils n'arrivent pas à classer. Face à cela, plusieurs attitudes émergent. Les scientifiques les plus prudents parlent d'échantillons incomplets. Il faut plus d'objets, disent-ils, pour définir une norme interstellaire. C'est probablement vrai. Mais c'est aussi une manière élégante d'éviter une conclusion plus brute. Nos modèles sont être trop petits pour la taille du cosmos. Les observateurs amateurs, eux, ressentent autre chose. Un mélange d'inquiétude, d'émerveillement, de suspicion douce. Ils voient dans les images un ordre que la science hésite à accepter. Un ordre qui ne parle pas de technologie, mais d'une nature différente. Et puis, il y a le public général. Ceux qui ne regardent pas le ciel par profession, mais par instinct. Pour eux, Atlas devient une boussole émotionnelle, un rappel que nous ne contrôlons rien, que nous observons seulement, impuissants, les objets qui traversent notre voisinage, comme des fantômes millénaires. Et dans tout cela, une vérité s'impose. Ce que nous voyons dans Atlas dépend autant de lui que de nous. Un scientifique y voit une équation. Un amateur y voit un signe. Un rêveur y voit un présage. Un sceptique y voit un artefact. L'objet, lui, n'a probablement aucune intention. Il traverse simplement l'espace, comme il le fait depuis des millions d'années. Mais il laisse dans son sillage quelque chose de plus lourd que de la poussière. Un vertige. Le vertige de comprendre que notre système solaire n'est pas un sanctuaire. Qu'il existe une circulation, un trafic lent mais constant d'objets venus d'ailleurs. Des fragments d'étoiles mortes, des glaces nées sous d'autres soleils, des noyaux façonnés par des histoires dont nous n'avons pas la clé. Alors nous regardons Atlas passer, et nous comprenons que ce n'est pas lui qui est étrange. C'est notre perspective qui est trop étroite. Nous ne sommes pas seuls dans un sens métaphysique. Nous sommes seuls dans un sens méthodologique. Nous n'avons jamais étudié assez d'objets venus d'ailleurs pour savoir ce qui est normal. Et avec cette réalisation, Atlas cesse d'être une anomalie. Il devient un messager silencieux, un rappel que le cosmos est vaste, indifférent et plein de phénomènes qui dépassent nos catégories humaines. Un rappel que nous n'avons que commencé à ouvrir les yeux. Et que ce que nous voyons maintenant n'est que la première page d'un livre beaucoup plus ancien. Ce qui vient ensuite, la dernière partie, ce n'est pas une réponse. C'est un horizon. Et puis, arrive le moment où 3i, Atlas s'éloigne, lentement, presque sans bruit, comme s'il glissait hors de notre réalité aussi discrètement qu'il y était entré. Pendant des mois, nous l'avons observé, questionné, disséqué, redouté. Nous avons rempli son silence de nos hypothèses. Nous avons projeté sur lui nos curiosités, nos peurs, nos limites. Et maintenant qu'il disparaît derrière la lumière, il laisse derrière lui quelque chose d'étrange, quelque chose qu'aucune caméra ne pourra capturer. Une absence. Pas le vide cosmique, non. Un vide en nous. Parce que 3i, Atlas n'a pas donné de réponse. Il n'a pas confirmé nos espoirs, ni apaisé nos doutes. Il n'a pas révélé de structure artificielle, ni de phénomènes spectaculaires, ni de preuves d'une physique révolutionnaire. Il a simplement refusé de rentrer dans nos cases. Et c'est peu être cela, le message. Pas une révélation, pas un secret, pas un contact, mais une fracture douce dans notre manière de comprendre le cosmos. En s'éloignant, Atlas nous rappelle que l'univers n'est pas là pour être clair, qu'il n'a pas été construit pour satisfaire notre besoin humain de cohérence, d'ordre, de symétrie. Nous demandons au ciel des réponses simples. Lui nous renvoie une complexité indifférente. En réalité, le plus grand bouleversement que laisse Atlas n'est pas dans ses anomalies, ni dans ses symétries impossibles,
ni dans ses oscillations, ni dans ce rythme photométrique qui semblait battre comme un cœur. Le bouleversement est ailleurs. Il est dans la prise de conscience que nous ne sommes pas préparés. Pas préparés à interpréter un visiteur interstellaire. Pas préparés à comprendre des objets formés sous d'autres soleils. Pas préparés à accepter que le naturel ne ressemble pas toujours à ce que nous connaissons. La plupart du temps, l'univers n'essaie pas de nous parler. Il se contente d'exister. Et c'est nous qui, incapables de supporter le silence, inventons des récits, cherchons des intentions dans le chaos, donnons des formes humaines à des phénomènes qui n'ont rien d'humain. Avec Atlas, ce réflexe a été amplifié à l'extrême, parce que l'objet était distant, flou, imprécis, parce que nos instruments ont capté plus de bruit que de certitude, parce que nos modèles, trop jeunes, n'ont pas su lui donner une forme familière. Alors, nous avons rempli son ombre. Nous y avons mis des escortes invisibles, des structures internes, des rythmes impossibles, des fragments en orbite, des anomalies qui refusent de mourir. Peut être que certaines de ces idées se révéleront justes. Peut être qu'aucune ne le sera. Mais la trace laissée par 3i, Atlas ne dépend pas de la vérité scientifique. Elle dépend de ce que nous avons ressenti en le regardant, à un mélange de vertige, de fragilité et d'humilité. Un rappel que notre système solaire n'est pas isolé, que l'espace entre les étoiles n'est pas vide, qu'il existe des objets venant de mondes dont nous n'avons jamais imaginé la forme, des témoins silencieux de l'histoire ancienne de la galaxie. Dans quelques mois, Atlas sera trop faiblard pour être vu. Dans quelques années, il franchira l'héliopause. Dans quelques siècles, il disparaîtra dans le noir interstellaire, reprenant sa danse solitaire parmi les poussières froides. Il ne laissera rien derrière lui. Aucun débris, aucun message, aucune preuve. Seulement une question simple, une question que nous n'avions pas posée depuis longtemps. Qu'est-ce qui, dans l'univers, est encore possible, que nous n'avons pas encore les outils de comprendre? Ce n'est pas une conclusion, ce n'est pas une fin, c'est une ouverture, une fenêtre entr'ouverte sur un espace plus vaste, plus étrange, plus ancien que tout ce que nous connaissons. 3i, Atlas est parti. Mais ce qu'il laisse derrière lui, c'est l'idée que le cosmos a encore un nombre infini de secrets et que nous venons seulement d'en apercevoir un.